Je me présente, je m'appelle Gérard, je suis senior staff engineer chez à Decathlon et aussi Google Developer Expert pour Android. Et aujourd'hui, je suis hyper content d'être là pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'un des premiers projets qu'on build en interne à Decathlon et qu'on a publié en open source et que du coup tout le monde pourra utiliser. Donc tout ce que je vous présenterai aujourd'hui, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'utiliser chez vous dans vos applications ou quoi que ce soit. Avant que je démarre, qui a déjà entendu même parler vaguement de ce que c'est Vitamine? Ok, quelques mains, très bien. Qui est développeur Android ici? Une main, ok, très bien. Pas d'inquiétude. Je vais du coup adapter mon discours parce que tous les exemples qu'on va voir aujourd'hui, ce seront très orientés Android, pardon. Mais je vous expliquerai les concepts, etc. Pas de problème avec ça. Et enfin, qui a déjà build un design system, que ce soit pour sa boîte ou personnellement, et peu importe la technologie, que ce soit Android ou web, peu importe. Ok, quelques-uns, mais pas tant que ça. Très bien. Cool, bah du coup, j'espère que vous allez apprendre quelque chose parce que on va voir tout ça. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de mains levées, normalement, c'est que ce que je vais vous présenter devrait vous intéresser. Vitamine, qu'est-ce que c'est? C'est un design qui se dit, ouais, parfait, qui se dit cross-platform. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est disponible en plusieurs implémentations et qu'il respecte le design system interne de ces implémentations. Typiquement, on va le voir plus en détail, mais Android, les implémentations Android respectent les guidelines Material Design, qui sont du coup le design system de Android. Et pareil pour Apple, et donc un composant qui existe dans la spec de Vitamine aura des implémentations et un look and feel qui sera potentiellement différent d'une plateforme à l'autre. Et donc on a plusieurs implémentations, je disais, on a la première tout à gauche qui est Figma, qui est, si vous ne connaissez pas, plutôt dédié à la partie design, qui lui propose trois variantes, qui sont les trois plateformes, donc web, Android et iOS. Du coup, pourquoi trois? Parce que, comme je disais, on respecte le design system de la plateforme et donc forcément, les interfaces qu'on va concevoir pour Android ou pour iOS, si je prends ces deux-là, seront différentes, les composants seront différents d'une plateforme à l'autre. Et après, du coup, on a forcément les implémentations techniques, donc les packages NPM pour le web, pour les artefacts pour Android et les artefacts pour iOS. Et chacune de ces implémentations techniques a plusieurs variantes. Donc là, ici, on va faire un focus sur Android, et donc on a deux variantes pour Android. On a la version XML qui est l'ancienne manière de développer des interfaces graphiques pour Android et le Jetpack Compose qui est la nouvelle manière déclarative pour concevoir des interfaces graphiques. Très bien. Alors j'ai vu quelques mains levées pour savoir si vous avez déjà construit un design system. Normalement, pour ceux qui ont, qui ont eu les mains levées, l'Atomic Design devrait vous parler. Pourquoi? Parce que quand on conçoit un design system, l'Atomic Design, à un moment, il arrive dans les différentes discussions et pour structurer un design system. Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas du coup ce que c'est l'Atomic Design? C'est plusieurs catégories dans lesquelles on va ranger nos différents composants et nos différents assets qu'on va utiliser dans notre système. Donc typiquement, on démarre généralement avec les éléments atomiques. Les éléments atomiques, vous allez y retrouver tout ce qui est color, tout ce qui est typographie, shapes, etc. Iconographie aussi, tout ça. Avec ces éléments atomiques, on va venir concevoir des composants qui sont dits molécules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je vais prendre plusieurs éléments atomiques et je vais en concevoir des composants avec lesquels je vais pouvoir interagir ou pas. Donc typiquement, on a un exemple là avec le bouton qui est dans Vitamine, le primary button. Et donc c'est quoi? C'est simplement une surface avec une couleur atomique qui est la couleur bleue et un texte avec différentes propriétés atomiques qui est pour la couleur avec la couleur blanche, une font family, etc., etc. Et forcément, je peux venir concevoir plusieurs variantes de ces différents composants. Donc là, juste en dessous, vous avez la variante tertiary du bouton, avec le bleu un peu plus léger. Et après, forcément, je ne suis pas obligé de concevoir que des boutons hein, dans ma catégorie molécule. J'ai d'autres types de composants. Donc là, ici, on a un exemple avec l'avatar. Et on en verra beaucoup d'autres dans cette présentation. Après, on a les organismes. Les organismes, c'est quoi? C'est donc un ensemble de molécules et d'éléments atomiques qui sont déjà des composants beaucoup plus complexes et beaucoup plus opinionated. Donc en gros, qui
prennent un parti fort dans l'expérience qu'on veut proposer. Donc typiquement, on a un exemple au-dessus là avec la partie, ce qui pourrait être un en-tête pour une user page dans une application, et puis en dessous, la bottom bar navigation de Material Design, qui du coup est un organisme, puisque c'est un ensemble de boutons qu'on affiche sur une surface qui est une surface blanche. Après les organismes, on a les templates, qui sont du coup des structures de pages qui sont vides et qui n'attendent qu'à être fournies en data. Et finalement, la dernière catégorie qui est les pages finales qui sont réutilisables dans votre application généralement. C'est-à-dire que ici, j'ai une page utilisateur que je vais pouvoir réutiliser dans mon application à dans ma navigation à différents points de mon application. Et il faut savoir que dans un design system, en général, ça fournit des éléments atomiques, molécules et organismes, et très rarement des templates et des pages. Pourquoi? Parce que les templates et les pages sont généralement quand même très fortement associés à une application finale, sauf avec des rares exceptions. Typiquement, si dans votre entreprise, vous voulez avoir la même page de login dans toutes vos applications, bah, le design system peut venir accueillir soit un template, soit une page finale qui va du coup fournir cette expérience-là et qui va après pouvoir être réutilisée dans toutes vos applications. En termes d'organisation, du coup, pour construire toutes ces implémentations et toutes ces variantes, il faut des humains derrière et il faut une organisation assez solide. Ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle chez nous la core team. Donc c'est des personnes qui sont dédiées à 100% de leur temps sur Vitamine et qui représentent plusieurs corps de métier. Donc dedans, il y a des designers, des leads pour toutes les implémentations techniques. Donc une lead Android, un lead iOS et un lead web. Et du coup, à droite, on a ce qu'on appelle chez nous la core, les contributeurs core. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes qui ont un certain pourcentage de leur temps sur Vitamine, donc qui va en général de 10 à 20%, et puis le reste du temps, ils sont sur des applications qui n'ont rien à voir, qui sont leurs applications sur lesquelles ils sont animés le plus dans leur quotidien. Et donc pour Android, on a Manon qui est notre lead Android sur les 2 implémentations techniques, et après on a plein de petits contributeurs qui viennent régulièrement contribuer dans les implémentations techniques. Pour info, il n'y a vraiment pas tout le monde là-dedans, même pour Android. Aujourd'hui, on est facilement le double en interne pour chacune des implémentations, et encore beaucoup plus pour le web, parce qu'on fait énormément de web à Decathlon. Ok, voyons comment on fait pour implémenter. Alors, je me rends compte que vous n'êtes pas forcément développeur Android, donc je vais essayer de vulgariser au maximum. Et avant ça, on va voir l'architecture qu'on a dans notre implémentation Android. Donc, je refais un parallèle avec l'Atomic Design. Et dans des applications Android, on a ce qu'on appelle des modules Gradle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est des modules Gradle, pour ceux qui connaissent plutôt l'écosystème web, c'est ce qui s'apparenterait à des packages NPM. C'est en gros des petites librairies qui peuvent être dépendantes entre elles pour après fournir un artefact final, si je résume très grossièrement. Et donc dans mes modules Gradle au niveau atomique, j'ai un module fondation qui va venir contenir toutes les couleurs, toutes les typographies, toutes les shapes, etc. Et 2 autres modules fondation qui sont tous les assets. Là-dedans, je vais retrouver tout ce qui est images pour les flags de tous les pays, parce que du coup, à Decat, on est dans 80 pays, donc on a besoin de pas mal de flags. Et avant Vitamine, on les mettait dans toutes les applications, pas forcément toujours les mêmes, d'ailleurs, les mêmes drapeaux. Donc là, ça unifie un peu toute cette expérience-là. Et après, l'iconographie de Vitamine, avec du coup toutes les icônes qui sont parfois aussi assez spécifiques à la partie retail, j'ai envie de dire. Donc on va avoir des icônes avec des packages, etc., que vous retrouverez facilement si vous utilisez Decathlon. Après, du coup, on a les composants, les modules molécules. Donc là-dedans, on va retrouver beaucoup de composants. Pourquoi? Parce que les composants molécules sont du coup pas opinionated, et donc on va préférer fournir un maximum de composants molécules pour permettre de pouvoir après être réutilisable très facilement dans les différentes interfaces graphiques des consommateurs de vitamines.
Et ce que vous pourrez si vous connaissez un peu Material Design, vous verrez aussi que parmi cette liste de composants, il y en a beaucoup qui viennent de matériel. Donc je le disais, Vitamine, c'est pas un compétiteur de Material Design, il faut plutôt le voir comme une extension. Donc en fait, on va venir surcharger un peu tous les composants de matériel. On va venir rajouter des variantes qu'on a jugées utiles dans un design system, et après on va venir créer des nouveaux composants. Donc typiquement, dans l'exemple que vous voyez ici, la progress bar, le chips, la snake bar et le switches sont des composants qui sont Material Design, dans lesquels on est venu rajouter des variantes. Et après, on a le skeleton, qui n'est pas du tout Material Design, qui est du coup complètement custom à Vitamine. Et enfin, les organismes, avec beaucoup moins de composants, parce que du coup, on ne veut pas faire on veut pas être trop, on veut pas imposer trop fort une certaine expérience. Et donc, pareil, on va y retrouver ici des composants plutôt Material Design et des composants qui sont complètement custom. Donc ici, la modal, les tabs et les text input sont des composants Material Design. Et le quantity picker et le rating bar sont des composants qui sont entièrement custom Vitamine. Dernier module, on a l'artefact final qui s'appelle Vitamine, qui va venir mettre en dépendance tous les autres modules avant, qui va après être utilisé comme dépendance finale par les consommateurs de Vitamine. Donc une application qui veut utiliser Vitamine a qu'à déclarer la dépendance de Vitamine pour venir embarquer tous les composants, toutes les couleurs, enfin toutes les fondations, etc. J'avance parce que le temps tourne. On va faire un petit focus du coup sur la partie fondation et comment elle fonctionne. Donc dedans, je vous disais, on y retrouve toutes les couleurs, etc. Donc ici, vous voyez la palette de couleurs. Alors c'est du Kotlin, parce que du coup, Android c'est du Kotlin et Jetpack Compose c'est du Kotlin. Donc c'est du Kotlin, j'ai un class qui s'appelle Vitamine Palette, dans lequel je vais venir déclarer toutes les couleurs qui peuvent être utilisées dans des thèmes vitamines. Donc là ici, vous avez un exemple avec le pourpre et toutes les variantes du pourpre qui va du 50 à 700. Oui, ça, 50 à 700. Et après, vous avez exactement la même chose pour d'autres couleurs, le bleu, le vert, etc. Mais ces valeurs seront pas, enfin ces différentes propriétés ne seront pas directement utilisées dans les composants. Pourquoi? Parce que si après je veux dynamiquement changer de thème, l'exemple le plus parlant généralement c'est de passer du mode light au mode dark et inversement, je suis obligé de passer par une autre couche qui s'appelle les sémantiques. Les sémantiques du coup c'est quoi? C'est une abstraction à l'utilisation d'une couleur qu'on va plutôt préférer à utiliser dans différents composants. Donc typiquement ici, vous avez des exemples avec les backgrounds. On a la même chose, on a plusieurs variantes aussi pour les backgrounds et pour des couleurs de contenu, de bordure et décoratives. Et donc après, vous voyez ici, j'ai un mapping entre ma sémantique vitamine background primary vers la palette. Ça me permet du coup de constituer un thème. Donc ici, en exemple, le thème light, j'ai exactement la même chose pour le thème dark. Et donc je viens mapper toutes mes sémantiques avec ma palette de couleurs pour constituer un thème. Donc dans les artefacts vitamines, on propose un thème par défaut, libre à chaque utilisateur de vitamine de venir constituer son propre thème avec son propre mapping qu'il souhaite. Tac. Après, du coup, on a les typographies. Donc, pour les typographies, on utilise la font family Roboto et Roboto condensé, qui est la typographie par défaut dans l'écosystème Android. Et on va les utiliser dans ce qu'on appelle les sémantiques typographies, qui sont elles très ressemblantes aux typographies de matériel. Pour ceux qui connaissent, du coup, on va du H1 au H6, subtitle 1, subtitle 2, etc. Donc on a exactement la même chose, on en a juste rajouté quelques-unes avec le texte 3 et la bold version du texte 1 et 2 et 3, qu'on a jugé aussi utile à rajouter. Et enfin, on a les shapes qui permettent du coup d'avoir des bords arrondis, parce que du coup Vitamine est basé quasiment entièrement sur des bords arrondis, et donc on a plusieurs variantes qui va du 100, du 100 au 800, et qu'après on peut utiliser directement via les sémantiques. Très bien. C'est bien beau tout ça, toutes les sémantiques, mais après il faut que je puisse les utiliser dans mes différents composants. Pour ça, dans Jetpack Compose, on a un mécanisme qui s'appelle de local. Alors c'est un mécanisme qui existe aussi dans plein d'autres frameworks de plein d'autres technologies. En quoi ça consiste? En gros, c'est à partir d'un certain nœud de mon arbre de composition qui représente mon interface graphique, je vais venir initialiser ces locales et les enfants, à partir de ce nœud, pourront accéder à ces locales
sans que je doive passer en paramètres de mes différents composants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, j'ai une locale pour les couleurs, pour les typographies et pour les shapes. Je vais faciliter leur utilisation en les rendant accessibles via un autre objet de classe qui s'appelle VitaminThem, avec 3 propriétés, colors, typographie et shapes. Donc ça va me permettre d'écrire quoi? Dans mes différents composants, que ce soit dans Vitamine ou en tant que consommateur de vitamines, je vais pouvoir écrire VitaminThem.colors. Et puis n'importe quelle sémantique que je vous ai présenté juste avant. Et c'est lequel, après, j'ai un composant Jetpack Compose. Alors, faites-moi confiance juste sur ce que ça fait. C'est pas un tool sous Jetpack Compose. Mais en gros, ce composant-là, il va prendre en paramètre mes 3 classes qui représentent mes sémantiques. Et dans le composition local provider, je vais les initialiser. Et ça va avoir une portée sur le content que vous voyez. Donc le content, là, utilise ce qu'on appelle de l'API slotting dans Jetpack Compose. C'est en gros un contenu dans lequel j'attends avoir un arbre de composition. Et donc, en gros, sur cet arbre de composition, ils pourront accéder à toutes les locales que je viens d'initialiser ici. Très bien. Et donc, ce composant qui est internal, il va être utilisé par un composant qui, lui, sera public, qui s'appelle VitaminThem, et qui est vraiment mon point d'entrée de mon arbre de composition. Généralement, quand on utilise vitamine, le premier composant qu'on va venir déclarer, c'est VitaminThem. Donc VitaminThem qui se charge d'initialiser les différentes locales pour que du coup n'importe où dans mon arbre de composition je puisse accéder aux différentes sémantiques que je viens d'initialiser. Et après vous voyez le material thème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans mon arbre de composition je peux utiliser des composants vitamines mais je peux aussi utiliser des composants material design. C'est intéressant pourquoi? Parce que si par exemple vitamine n'est pas encore compatible avec un composant ou si un consommateur de vitamines désire quand même utiliser le composant de Material Design, il peut utiliser directement le composant de matériel dans l'arbre de composition sous VitaminThem. Ça fonctionnera et Vitamine propose un mapping automatique entre les sémantiques de vitamine et les sémantiques de Material Design, qui sont du coup sur les mêmes types de sémantiques, hein, les couleurs, les typographies et les shapes. Ok, on va voir du coup un exemple un peu plus concret. J'aime bien ce composant parce que du coup déjà il est central. Si vous utilisez Android comme système d'exploitation dans vos téléphones, la top-up bar c'est ultra utilisé dans quasiment tous les écrans de toutes les applications sur le store. Et pourtant la spec elle est hyper complexe. C'est clairement un organisme ici parce que du coup on a une navigation icon à gauche, une liste d'actions à droite, la possibilité d'avoir un drop-down, c'est-à-dire si j'ai un overflow d'actions, ben je vais avoir 3 petits points et je vais du coup ouvrir un drop-down qui sera mon sous-menu. Et en plus, je peux avoir un menu contextuel qui est généralement utilisé quand je fais un long press dans une liste. Je vais avoir d'autres actions qui vont être affichées dans ma top-up bar qui seront généralement utilisées pour la suppression ou l'archivage, etc. Si vous ne connaissez pas, genre vous allez juste dans votre application de mail, vous faites un long press, vous verrez que vous pourrez archiver ou supprimer votre mail. Très bien. Alors, dans Material Design, le composant, il ressemble à ça. Et j'ai 2 catégories de paramètres là-dedans. Les premiers, c'est ceux qui vont venir provider tout ce qu'on vient de voir, donc le titre, le navigation icon, la liste d'actions, etc., qui utilisent l'API slotting. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, au niveau du titre, je peux mettre ce que je veux sur mon Material Design. Je peux mettre du texte, je peux mettre une image, je peux mettre aussi un composant ultra custom qui généralement n'est pas trop dans l'aspect de Material Design, et donc du coup, je peux vraiment faire ce que je veux dans ce composant. Et après, j'ai les paramètres qui sont plutôt liés au style, du coup avec la couleur du background, la couleur du content, donc tout ce qui est icône, la couleur des icônes ou la couleur du texte, si c'est du texte que j'affiche dans mon titre, et l'élévation, qui va du coup me mettre un shadow en dessous de ma top-up bar. Dans Vitamine, c'est très différent. Déjà, mon titre, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix dans la spec de Vitamine que le titre, c'est toujours du texte, et donc du coup, ça ne servait à rien de garder de l'API slotting à ce niveau-là. Donc on a switché, on est obligé de mettre un titre textuel. Notre liste d'actions, la liste d'actions qui se trouve à droite de la top-up bar, pareil, c'est plus de l'API slotting, on doit fournir une liste
qui seront des action items. Et les action items, c'est quoi? C'est soit une icône, soit un texte. Une icône, c'est quoi? C'est le premier paramètre avec le painter. Donc un painter dans l'écosystème Jetpack Compose, c'est quoi? Ça représente globalement une image, on va dire. Donc qui est nullable, le égal nul me permet de dire, bah, en gros, je ne suis pas obligé de fournir une icône, et donc si je ne fournis pas d'icône, c'est le content qui va prendre le pas, et le content, il se trouvera dans un text button. Donc c'est généralement, si vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres applications, c'est pas toujours une icône dans la top-up bar, parfois c'est juste du texte qui est cliquable. Et enfin, j'ai un content description pour des notions d'accessibilité. Une icône, c'est pas forcément compréhensible par tout le monde, encore moins par les lecteurs d'écran. Donc pareil, quand le lecteur d'écran se positionne sur l'icône, il va venir lire le content description. Donc quelque chose qui est très important dans Jetpack Compose et qu'on a essayé de récupérer au maximum tous les soucis d'accessibilité de nos composants qu'on fournit. Et enfin, la callback onClick qui permet juste d'avoir l'information quand l'utilisateur clique sur mon icône ou sur mon texte du coup. Donc à l'usage, ça donne quoi? À l'usage, je vais du coup utiliser Vitamin Top Bars, point primary, qui sera du coup ma variante que je veux utiliser dans ma top up bars. Je vais fournir le title, qui est le seul paramètre mandatory de mon composant, et après ma liste d'actions. Et donc là-dedans, j'ai un premier action item qui sera une icône, un deuxième qui sera un texte, et un troisième qui sera une icône. Si je veux faire exactement la même chose avec Material Design, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Très déclaratif du coup, puisque je viens venir déclarer un texte dans mon title pour dire bah, je veux un titre textuel, et après je viens déclarer des icon buttons avec des icônes pour du coup avoir exactement la même chose que sur Vitamin. Jusqu'à présent, enfin, là quand on voit ça comme ça c'est juste deux manières de faire différentes, et on se dit bah en fait pourquoi pas l'un ou l'autre, il n'y a pas trop de, c'est pas trop, les deux sont pas très compliqués. On va voir plus tard, avec d'autres exemples, toujours avec la top-up bar, que ça risque de se complexifier au fur et à mesure que vous avez une application qui sera de plus en plus complexe. Pour tout ce qui est color, dans Vitamin, on a fait le choix de regrouper toutes les couleurs possibles dans un objet qui s'appelle top bar color, c'est ça, et qui sera initialisé à partir d'un autre objet classe qui s'appelle Vitamin top bar colors, et dans lequel, du coup, j'ai toutes les couleurs possibles pour ma top-up bar. Donc j'ai la primary qui est la version par défaut, mais le contextuel, donc le bleu que vous avez vu au début de ma slide sur cette section, en gros j'ai juste à changer mon call de l'un à l'autre, et puis du coup je vais avoir toute ma top-up bar qui va se modifier automatiquement. Si je veux faire exactement la même chose avec Material Design, je suis obligé de venir changer manuellement chaque ligne de mes couleurs possibles pour venir changer d'un thème à l'autre. Et je ne peux pas fournir une fonction qui va me donner toutes les couleurs parce que bah, du coup, je n'ai pas un seul paramètre, j'ai plusieurs paramètres. Là, pour la top-up bar, ça va encore, il n'y a que deux couleurs, mais pour d'autres composants, c'est beaucoup plus complexe. Genre, typiquement, le text input, il y a énormément de couleurs dans le text input parce que du coup, il a le mode error qui va du coup afficher des contours rouges, etc. pour le text input et pour les helper text, etc. Le mode focus, le mode normal, etc. Ça dépend du composant, c'est parfois plus problématique pour certains composants que et moins pour d'autres. La navigation icon, chez nous, ça reste de l'API slotting. Donc là, ici, j'ai un add composable qui va me dire, bah, en gros, tu mets ce que tu veux dedans, mais je vais avoir le Vitamin Navigation Icon Buttons. Vitamin Navigation Icon Buttons, qui sera du coup un autre objet class dans lequel je vais avoir plein de composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le consommateur, l'utilisateur de Vitamin, il pourra mettre une icône button custom s'il le souhaite, mais par défaut, son IDE va lui proposer ces quatre composants-là qui sont dans l'aspect de Vitamin. Donc en gros, l'aspect de Vitamin permet une customisation si l'application qu'il utilise le souhaite, mais sinon, on va l'aider à avoir la bonne icône. Et typiquement, si j'en prends une par exemple, on va voir dedans que ce sera une icon button avec une icône dedans qui va utiliser la bonne ressource, donc VTMN, chevron, left line. Je n'ai pas à me soucier de savoir quelle ressource je dois utiliser. Et donc à l'usage, c'est super simple. Je vais juste utiliser une des variantes que je souhaite, donc ici le previous page, et j'ai deux paramètres onClick pour savoir quand l'utilisateur a cliqué dessus et content description pour des soucis d'accessibilité. Si je veux faire exactement la même chose avec Material, pas trop de surprise, c'est à moi
déclarer un icon button avec dedans un icon et de savoir quelle ressource visuelle je veux, quelle icône je veux dans mes différentes ressources, dans mes différentes images pardon, de mon application. Enfin, le concept que je trouve le plus intéressant dans ce composant, c'est l'overflow. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai trop d'actions dans ma top app bar? Je ne veux pas stacker 10 icônes dans ma top app bar au risque de grignoter dans mon title. Donc pour ça, on a un mécanisme automatique où en gros, on donne le maximum d'actions qu'on veut avoir dans ma top app bar. Donc par défaut, c'est 3 qui est la valeur par défaut dans les guidelines matérielles. Et après, si on atteint 3, on va en interne trigger overflow icon, qui est encore un API slotting, qui va utiliser un autre object class qui lui va déclarer qu'une seule variante, qui est en gros les 3 dots que vous voyez habituellement dans les applications Android. En interne, ça va utiliser un composant qui s'appelle overflow menu, qui lui a 3 paramètres qui sont intéressants. La liste des actions qui doit être affichée dans le sous-menu. Donc quand on clique, je veux afficher un drop-down et je veux du coup afficher la liste des actions qui sont là. Un état expanded qui veut en gros dire qui va me permettre moi d'écouter quand le drop-down est affiché ou pas affiché. Et overflow icon qui est du coup l'encre dans laquelle je dois attacher mon drop-down. Et donc ce composant-là va utiliser un autre composant. Donc là on rejoint le fait que c'est un organisme, parce que du coup je vais utiliser des icon buttons, des icons, etc., mais aussi d'autres composants de vitamine. Donc ici le drop-down dans l'artefact menu, qui propose une encre et une liste de children. Et donc dans l'encre, je vais venir positionner mon overflow icon, et dans les children, la liste d'actions que j'ai fournie à mon overflow menu. Et donc à l'usage, j'ai juste ça. J'ai un composant more que je viens déclarer dans mon overflow icon. J'ai mon état, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faites-moi juste confiance que c'est un état mutable que je peux venir du coup modifier. Donc ce que je fais, c'est que dans mon more, dans mon on-click de mon more, je viens le mettre à true pour que quand je clique dessus, ça ouvre le drop-down. Et cet état après, je le donne à mon composant. Comme ça, du coup, il l'écoute et il sait qu'il doit ouvrir le drop-down, etc. Et lui, en interne, quand je clique autre part dans mon écran, il sait qu'il doit le fermer, etc. Donc il va aussi pouvoir modifier cet état. Si je dois faire la même chose avec Material Design, bah, du coup, c'est à moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à moi, du coup, de gérer le fait que je dois afficher un drop-down, etc., et donc de le développer. L'API du drop-down, croyez-moi sur parole, c'est pas la plus simple quand on doit l'utiliser en direct de chez des artefacts de matériel. Et après, c'est à moi de venir connaître la logique d'un point de vue déclaratif, de savoir quand est-ce que je dois appeler mon overflow menu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que comme je n'ai pas une liste dans laquelle je vais du coup pouvoir dire bah, à partir de 3 éléments, je mets un overflow menu, je dois moi, d'un manière déclarative, trouver un moyen de savoir à quel moment c'est le bon moment d'utiliser un overflow menu. Vous vous rendez peut-être pas compte de la complexité, mais c'est pas trivial dans des écrans qui deviennent un peu complexes. Ok, on va accélérer. Un exemple plus visuel, je vais développer cet écran-là. Cet écran-là, c'est quoi? C'est une top-up bar, c'est un carrousel d'images qu'on ne va pas voir parce que du coup là, il n'y a pas beaucoup de vitamines dedans. Et après, une liste de tags, on ne voit pas bien, mais c'est le Domios, c'est un tag, un titre, un rating, un prix et 2 boutons d'action. On va voir ça en moins de 5 minutes. Du coup, la top-up bar, on l'a vu juste avant, j'ai plein de paramètres, etc. Un paramètre intéressant, c'est le isFavorite, qui lui, je voudrais qu'il impacte une de mes icônes, le cœur, typiquement dans ma liste d'actions, qui sera en mode rempli quand le produit est en favori, et pas rempli en mode line quand il n'est pas en favori. Donc pour ça, je viens déclarer ma primary dans mon vitamin top bars, enfin utiliser ma primary dans mon object vitamin top bars. Je viens déclarer mon navigation icon avec ici le contexte qui est le visuel que je souhaite, qui est du coup la flèche. Et je viens déclarer ma liste d'actions, qui sera du coup, alors ici c'est plus de r.drawable. quelque chose, parce qu'on fournit à la fois des ressources Android qui sont basées sur du XML,
qui vient décrire de manière vectorielle une icône, soit en mode Kotlin, qui vient décrire aussi de manière vectorielle une icône, mais qui est du coup beaucoup plus simple à manipuler, puisque ben, c'est du Kotlin. Donc si je veux animer mon icône, ben, je peux le faire facilement. Donc on propose les deux. Et donc je vais utiliser le bouton, l'icône Share pour le premier. Ah, et on voit pas oui, on voit pas la partie. Mais juste à droite, il y a du coup le bouton, le cœur que vous voyez pas à l'écran et qui va du coup utiliser la version fill ou line en fonction de la valeur de isFavorite. Très bien. Maintenant, je vais faire le product info. Donc le product info, c'est les tags, le titre, le rating et le prix. Donc pour ça, j'ai ce qu'on appelle une colonne qui me permet d'afficher les éléments les uns en dessous des autres. Et je vais avoir un flow row qui me permet du coup d'afficher les uns à côté des autres. Et si j'ai atteint la limite de l'écran, il passera à la ligne. Et donc là-dedans, je vais venir itérer sur tous mes tags et venir utiliser la variante Gravel de mes tags. Et donc du coup, j'ai ici mon Domios. Après, du coup, je viens de déclarer mon titre. Je viens utiliser mon vitaminetheme.typographie et la variante H4 de mon titre parce que c'est ce que je veux visuellement. C'est ce que mon designer m'a demandé d'intégrer. Et après, je viens mettre dans une row que je viens configurer avec un space between pour dire, ben, entre mes deux composants qui se trouvent dans ma row, tu vas mettre de l'espace pour que du coup ils soient tous les deux collés à gauche et à droite. Et donc je vais utiliser ma variante Read Only Compact pour mon rating et ma variante Accent qui permet d'avoir le fond jaune pour mon prix. Et puis c'est tout. Et enfin, mes deux boutons d'action. J'ai du coup à nouveau une colonne avec d'abord la version conversion de mon bouton pour ajouter au panier et après la version primary reversed pour payer en un clic. J'ai tous les composants. Très bien. Maintenant, du coup, je viens venir déclarer ma product page. Donc, dans ma product page, je vais d'abord utiliser ce qu'on appelle un scaffold. Alors, un scaffold, c'est quoi dans Android? C'est un élément structurant Material Design qui permet de venir déclarer tout ce qui structure ma page. Donc, la top-up bar, la bottom bar, le contenu, des drawers, etc. Donc, là-dedans, je viens du coup déclarer ma top bar avec le composant que je viens de créer. Et après, dans le contenu, donc là, ici, je suis au niveau du contenu. Je viens de déclarer ce qu'on appelle une lazy column. Une lazy column, c'est quoi? C'est juste paramètre d'avoir un truc qui sera scrollable et qui va faire le rendu visuel que ce sera nécessaire, quand ce sera affiché à l'écran. Parce que si j'ai 10 000 items dans mon écran, ça ne sert à rien d'afficher les 995 autres items parce que bah, j'en affiche que 5 à l'écran, quoi. Et donc le premier item, c'est mon horizontal pager. Donc je vous disais, on l'a pas vu, mais si vous êtes curieux, je donnerai le lien du sample à la fin de la presse. Et après, du coup, je viens déclarer mon product info et mon product action, et c'est tout. Juste pour info, cet écran-là, qui est très semblable à ce que vous pouvez trouver sur l'application officielle de Decathlon, je l'ai fait en 30 minutes, genre en mode hyper rapide. Et donc, au-delà du fait que vous utilisez ou pas Vitamine après cette présentation. Ce que je vous recommande, si vous faites du développement web ou Android ou iOS, c'est de concevoir un design system parce que vous allez gagner énormément en productivité dans vos développements parce que ça aide vraiment. C'est-à-dire que Material Design propose déjà beaucoup de composants, mais ils ne sont pas proches de ce que vous faites dans la vie réelle dans vos applications. Et donc concevoir un design system qui sera propre à votre projet ou à votre écosystème, donc à l'échelle d'une entreprise, ça aide vraiment en termes de productivité les différentes équipes qui constituent votre entreprise. Donc vraiment, pensez à faire un design system, ça prend du temps, mais sur le long terme, c'est clairement bénéfique pour toutes vos équipes que vous avez dans votre entreprise. What's next en 5 minutes, ok. On va un peu parler des tokens. Alors les tokens, c'est quelque chose qui est vraiment assez nouveau dans l'écosystème des design systems. On va refaire un petit focus sur l'atomic design. Donc là, on retrouve les éléments atomiques, molécules, organismes, etc. Je vous ai un peu menti. En fait, on peut avoir quelque chose avant les éléments atomiques. On peut avoir ce qu'on appelle les ions. Hop. Les ions, c'est quoi? C'est du coup ce qui s'apparente aux tokens dans un design system, et ce sont simplement des clés-valeurs qui sont chez nous rangées dans différentes catégories. Donc typiquement, ce qu'on va venir faire pour tous les composants, c'est qu'on va venir les déstructurer en
plein de tokens différents. Donc ici, j'ai un exemple avec les spacing, où je vais du coup créer ma key component button medium primary spacing padding left. Donc là, on voit c'est un token qui est associé à un composant, parce que du coup, je suis dans la catégorie components, et je viens venir créer mon composant medium, button medium, et ma variante primary, pardon. Et après, j'ai le reste de ma clé qui correspond à ce à quoi ça correspond. Donc j'ai pour left, right, top, bottom, et puis je peux faire le même exercice pour les radius, avec le top left, top right, etc. Et je peux encore faire le même exercice pour les couleurs, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de tokens pour même les plus simples composants. À partir de ça, du coup, je vais pouvoir construire ce genre de choses-là. Donc là, on refait un petit focus sur la partie couleur. Et donc, vous voyez les trois catégories. J'ai la catégorie des tokens components, des tokens sémantiques et des tokens core. Et ça se lit de droite à gauche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mes composants components, donc là, je suis toujours sur mon bottom medium primary. J'ai plein de couleurs, plein de tokens différents, donc le default, over, active, etc., qui vont être mappés sur des sémantiques qui vont, elles, être mappées sur des corps. Et donc, qui va me permettre de savoir que mon default, c'est highlight, qui, elle, est color blue 400, qui, du coup, correspond à 007 dBc. Cool. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon exemple de mon bouton, ici, j'ai mes différentes associations après de mes tokens à techniquement, ça représente ça dans mon composant. Et donc, j'ai créé ici mon bouton primary. Si je veux faire exactement la même chose pour le tertiary, j'ai juste à créer une nouvelle couche de token au niveau component. Donc là, vous voyez, j'ai bottom medium point tertiary et non plus point primary. Et ça vient du coup créer un nouveau composant. Si je veux créer du coup une version dark, j'ai juste à faire une association différente d'un point de vue sémantique à core. Et du coup, j'ai un autre thème. Et donc là, vous voyez le visuel du tertiary en version dark. Alors, vous ne voyez pas super bien, mais il y a du bleu. Ok, voyons un peu ce que ça vaut technique, enfin qu'est-ce que ça représente techniquement vraiment derrière. On va d'abord faire un petit focus sur la partie composant. Donc d'un point de vue composant, waouh, c'est comme ça pour vous depuis le début. Désolé alors. D'un point de vue composant, donc là ici j'ai tous mes tokens qui correspondent au button medium. Vous voyez, c'est une interface bottom medium tokens avec tout plein de tokens qui sont soit de sizing, soit de color, soit de machin. On va faire un petit focus sur les colors. Vous voyez pas du tout mes surlignements, c'est très bien. Donc, je fais un surlignement sur les colors. Et du coup, après, je vais venir créer des classes qui seront du coup des ici, button medium primary default, qui me permet du coup de venir faire l'association entre mes tokens composants et mes tokens sémantiques. Donc là, vous voyez, j'ai vitamin color token background primary qui est du coup un token sémantique qui sera du coup associé à mon container color qui est du coup un token composant. Donc c'est typiquement l'association que vous voyez de component à sémantique. Après du coup au niveau sémantique, j'ai ici la liste de tous mes tokens de couleurs. J'ai ici ce qu'on a retrouvé avant dans l'élément core, mes sémantiques de couleurs. Et je viens venir faire ici le mapping entre les deux. Donc pareil, vous allez me faire confiance, mais en gros, le from token permet de dire, bah, ok, mon vitamin color token est associé à ma sémantique background primary. Et donc après, j'ai juste à faire point to color à partir d'un token composant pour du coup avoir l'association composant sémantique, core, valeur réelle. Et enfin, du coup, la partie core, elle n'a pas changé. C'est toujours ma palette de couleurs avec mes différentes associations de sémantique avec la palette. C'est quoi la différence? En quoi c'est mieux que ce qu'on avait avant avec les sémantiques? Déjà, ça représente une source de vérité. C'est-à-dire qu'en gros, je viens décomposer mes différents composants en plein de tokens. Et ces tokens-là feront source de vérité pour la structure de tous mes composants. Et je peux du coup, à partir de ces tokens, donc je vous le disais, Vitamine est cross-plateforme. Donc je vais avoir potentiellement je vais avoir la même grammaire pour toutes mes plateformes, mais je vais potentiellement avoir des instances différentes en fonction de la plateforme.
Je prends un exemple qui n'est pas du tout vrai, mais imaginons que sur iOS, je ne peux pas venir customiser le background d'un bouton, ben, je n'aurai peut-être pas du coup le token background color sur iOS alors que je l'aurai sur Android. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup en tant qu'ingénieur, c'est que ça, les tokens, je peux venir le sortir de mon projet, à moi Android, pour venir peut-être le mettre dans un fichier JSON, qui sera partagé dans toutes mes plateformes, et à partir de ce fichier JSON, venir générer toute ma couche de tokens. En fait, tout ce que je vous ai montré juste avant, les exemples dans la dernière section là pour les tokens, rien n'a été écrit à la main. Tout a été généré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je viens créer un nouveau composant dans Vitamine, je peux juste me faire un focus sur l'expérience que je veux donner au niveau du contrat de mon composant, parce que tout le reste sera me providé. J'ai juste à faire l'association de ce token-là, après, il sera utilisé à tel endroit dans mon composant. Et comme c'est documenté, etc., bah, je sais exactement où je dois le mettre. Donc il n'y a même pas grand-chose à faire après d'un point de vue implémentation. Un petit exemple, donc ici là je fais une association, donc d'un point de vue développeur, je me dis bah ok, je veux proposer une classe de couleurs qui regroupe toutes les couleurs de mon composant, et dans ma fonction juste en dessous, j'ai bottom medium tokens qui me permet du coup d'accéder aux différents tokens. Et pour le container color, je vais utiliser le token container color qui fait partie du bottom medium token, et je fais le point to color à cet endroit-là pour du coup récupérer la couleur réelle de mon thème qui est en cours d'exécution. Et donc ce truc-là, je peux après le mettre, alors vous ne voyez pas bien, mais au centre, là, il y a le paramètre colors. Donc ici, ça, c'est le composant final que j'expose pour les consommateurs de vitamines. Et donc je me suis contenté de faire ça en fait. Je me suis contenté de faire les différentes associations que je souhaite au niveau des tokens, de faire après le mapping de tel token, c'est tel endroit dans l'implémentation du composant. Et après, vraiment, je fais un gros focus sur uniquement ce contrat-ci. Juste pour la petite anecdote, on est même parvenu à générer du coup ce truc-ci aussi. Donc en fait, maintenant, vraiment, quand on conçoit un composant vitamine, on ne fait plus que ça quasiment. Donc en termes de gain de temps, on a gagné énormément dans la confection de nouveaux composants dans vitamine. Hop. Deux petits disclaimers. Le premier, les tokens ne sont pas encore open source. Donc si vous allez voir les liens que je vous montrerai juste après, vous ne pourrez pas encore trouver les tokens. Ça va arriver. Normalement, ça devrait arriver courant 2024. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour toutes les implémentations, hein, d'ailleurs, web, Android et iOS. Et si vous allez sur Vitamine, sur n'importe quelle implémentation, vous verrez ce message d'erreur là au-dessus. Disk current version, machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Vitamine est arrêté. Pas du tout. Parce que sinon, toutes les migrations, nous, qu'on a fait en interne de nos applications web, Android et iOS n'aura servi à rien. Et on a beaucoup de front à Decathlon. C'est juste qu'on est en train de travailler du coup sur la partie token, et donc on attend que on met nos efforts sur la tokenisation de nos composants, et on fait que maintenir l'état, la librairie actuelle. Et dès que ce sera sec, on intègre tous les trucs des tokens dans les différents projets, et puis on reprend le développement normal. Du coup, plusieurs liens si vous le souhaitez. Donc il y a toutes les implémentations, Figma et Technique, dans toutes les plateformes. Donc là, moi, je vous ai présenté Vitamine Compose, mais du coup, il existe la même chose pour web, pour iOS, etc. Potentiellement pas de la même manière, c'est-à-dire que moi, ce que je vous ai présenté comme bonnes pratiques, etc., sont des bonnes pratiques qui sont très orientées Android. Potentiellement, il y a d'autres choix de conception d'architecture qui ont été faits pour iOS et pour le web, mais elles sont toujours dans l'esprit de la plateforme et de comment on développe pour cette plateforme. Donc normalement, tout ce que je vous ai expliqué là, vous aurez des équivalences pour les autres implémentations. Si vous souhaitez mes slides, c'est le QR code qui se trouve là pour revoir mes slides si vous le souhaitez. Mon projet de démo Take Your Shot de Vitamine, donc l'exemple que je vous ai fait rapidement. Et enfin, si vous voulez voir Vitamine en action, aujourd'hui, celle qui respecte le plus, le mieux, c'est Decathlon Outdoor qui est disponible sur le Play Store et qui a fait une refonte il y a 6 mois où ils ont arrêté tout développement. Ils ont juste dit on repart de feuilles blanches et on refait tout en Vitamine compliant de fou. Et ça leur a pris 6 mois pour faire cette refonte-là, plus toute la partie back-end derrière. Hein. Donc, c'est pas que du front-end, sinon ce serait un peu contre-productif. Merci beaucoup.
J'ai plus aucune idée de savoir ce que c'est ce QR code, donc ne le flashez pas. Mais j'ai pas mis à jour, sans doute que c'est un truc de feedback de notre conférence. Mais n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur. Donc vous avez, j'ai plus le machin, mais vous avez un QR code sur vos petits fascicules. Donc si vous voulez faire un feedback, n'hésitez pas. Ça aide beaucoup les speakers, donc que ce soit pour moi ou pour les autres. Et puis je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions, mais si vous avez des questions, bah, je reste un peu ici pour y répondre. Merci beaucoup.